Oh là là, c'est déprimant, il est 3 heures de l'après-midi et il fait nuit dehors. Déjà. Salut, c'est Manon et bienvenue sur ma chaîne, la Reine des Dragons. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo update lecture, l'occasion pour moi de vous faire un retour sur toutes les lectures que j'ai fait pendant le mois de septembre. Même si je vous avoue que pendant le mois de septembre, j'ai pas autant lu que ce que j'aurais aimé, puisque les week-ends ont été assez chargés et comme je suis enseignante, la rentrée scolaire a apporté son lot de tout un tas d'imprévus. En plus, j'ai eu un mois de lecture assez varié. Il y a des romans qui m'ont beaucoup marqué, d'autres qui m'ont laissé un peu mitigée et d'autres qui m'ont carrément déçue. Bref, il y aura de tout dans cette vidéo, des coups de cœur, des surprises et des lectures un peu plus difficiles. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un café et c'est parti. Restez quand même jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais piocher les 5 ou 6 prochaines lectures d'octobre, ce serait dommage de manquer ça. Allez, c'est parti. Pour ma première lecture de septembre, j'ai lu La Psy de Freda McFadden. Je l'ai aux éditions Poche chez J'ai lu. Dans ce livre, on suit Tricia et Ethan qui sont un jeune couple marié à la recherche de leur maison idéale. Et ils vont tomber sur l'annonce d'un manoir assez isolé ayant appartenu au docteur Adrian Hall, disparu mystérieusement il y a quelques années. Ils vont donc se rendre sur place pour effectuer la visite de cette maison. Malheureusement, la météo n'est pas avec eux et en raison d'une énorme tempête de neige, ils vont se retrouver piégés sur place. Et arrive ensuite un tas d'événements vraiment mystérieux. Il y a des bruits dans la maison, des empreintes de pas, une atmosphère très inquiétante et tout cela va faire monter petit à petit la tension. Et rapidement, Tricia va faire la découverte d'une pièce cachée où le docteur Adrian Hall conservait précieusement tous ses enregistrements avec ses patients et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va pouvoir essayer de comprendre les raisons de la disparition de la psychiatre. Et écoutez, franchement, ça a été plutôt une bonne lecture. Je l'ai trouvée très plaisante et surtout super addictive. Dès le début de l'histoire, on est vraiment plongé dans l'atmosphère, l'histoire m'a happée, j'étais vraiment dedans. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que cette histoire a réussi à capter mon attention dès le début. Il y a un rythme très soutenu, des chapitres très courts, c'est un vrai page-turner, on a sans arrêt envie de tourner les pages sans réussir à s'arrêter. Et en plus, je dois avouer que le plot twist m'a quand même bien surprise. Néanmoins, j'avoue que la fin m'a laissée un peu, sur ma faim. En fait, je l'ai trouvé un peu too much, comme si on cherchait à mettre en avant plus, l'effet de surprise plutôt que la cohérence globale, du récit. J'ai quand même trouvé que c'était un récit un peu plus horrifique que les autres romans que j'ai pu lire de Freda McFadden. Je pense notamment à La femme de ménage ou à La prof. Malheureusement, le dénouement ne m'a pas totalement convaincue. Donc en résumé, je vous le conseille quand même parce que c'est une lecture prenante et très addictive, même si le final m'a un peu déçue. Ensuite, j'ai enchaîné avec Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Je l'ai aux éditions Poche de l'Iconoclaste. Alors, j'ai commencé ce livre en papier, je l'ai terminé en audio et très franchement, peu importe la plateforme, ça n'a pas trop marché pour moi. L'histoire s'ouvre en 1986 dans un monastère italien et on découvre un vieux sculpteur qui s'appelle Mimo, qui est mourant et qui va passer ses dernières heures à veiller sur elle. On parle ici en fait d'une statue qu'il a lui-même confectionnée. Et à partir de ce point de départ, on va remonter le temps. On va voir l'enfance de Mimo, ses origines modestes, son apprentissage de la sculpture et sa rencontre avec Viola. Et au fil du roman, on va alterner entre les souvenirs de Mimo, qui sont racontés à la première personne, et une narration beaucoup plus détachée sur cette statue finale. Et je vous avoue que c'est difficile pour moi de donner un avis sur cette lecture parce que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans ce récit. Je me suis un peu forcée à aller au bout. Malheureusement, les personnages, je les ai trouvés un peu inconsistants. Je ne me suis pas du tout attachée à eux. Et même l'histoire d'amour, je ne l'ai pas ressentie. Donc globalement, je me suis un peu ennuyée. Mais je pense que le format audio ne m'a pas vraiment aidée à apprécier cette lecture parce que des fois, je me rendais compte que je décrochais complètement. Vous savez, comme quand on écoute une musique, je ne sais pas, dans une autre langue, qu'on cherche pas du tout à comprendre les paroles, juste on apprécie la musique. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi avec ce livre. J'écoutais, je trouvais ça joli, mais en fait sans chercher à comprendre ce qui s'y racontait et du coup ça m'a complètement passé au-dessus. Donc c'était sympa, l'écriture était très agréable à écouter, mais si vous avez besoin de moi pour vous donner les détails de cette histoire, je crois que je peux pas vous les donner. Heureusement, j'ai enchaîné avec un gros coup de cœur en lisant Le secret des Deveril de Santa Montefiore. C'est le premier tome de Filles d'Irlande aux éditions Verso.
Ici, le roman se passe en Irlande au début du XXe siècle dans le comté de Cork. On va y suivre trois jeunes filles nées la même année, en 1900, mais issues de milieux sociaux très différents. On a d'abord Kitty, une aristocrate anglo-irlandaise, aux cheveux roux très intrépide. On a ensuite Bridie, la fille de la cuisinière, timide mais ambitieuse. Et enfin Celia, la cousine anglaise un peu plus exubérante. Elles grandissent ensemble au château des Deveril où se mêlent privilèges, secrets de famille, légendes et tensions. On a aussi une petite touche de surnaturel parce que le château lui-même porte une lourde histoire. Il y a une sorte de malédiction. Et progressivement, la lutte pour l'indépendance de l'Irlande vient bouleverser leur vie puisque les clivages sociaux se creusent, les loyautés sont remises en question, les amitiés se fissurent et forcément l'amour aussi se trouve au cœur de plusieurs dilemmes. Et ça a été pour moi une lecture saisissante. Et très franchement, je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre et pourtant, je n'arrivais pas à le lâcher. En fait, il y a tout ce que j'aime dans ce livre. Il y a des rebondissements, il y a des intrigues familiales pleines de tensions et de secrets. Il y a des personnages hyper forts et attachants, avec une petite touche de fantastique qui ajoute un charme fou à ce récit. Et je me suis pas ennuyée une seule seconde. En fait, au contraire, plus j'avançais et plus j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et clairement, maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est découvrir la suite de cette saga. Ensuite, j'ai lu une duologie complète au mois d'octobre. Ça m'arrive pas souvent et pourtant cette fois-ci, ça a été le cas. J'ai lu The Perfect Match de Lila Mars de la série I'm Not Your Soulmate. Je l'ai aux éditions HarperCollins en poche. J'ai lu le premier en physique et comme j'avais pas encore acheté le second tome, je me suis dit que j'allais continuer directement en audio et finalement, je vous avoue que je suis sortie de cette duologie avec un avis assez mitigé. Le premier tome, honnêtement, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai trouvé l'intrigue originale, ça a réussi à retenir mon attention et j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait évoluer. Du coup, j'ai directement enchaîné avec la suite en audio. Si je peux vous faire un résumé de ce premier tome, on est au XXIe siècle, aux États-Unis, dans une société où la science a pris le contrôle des relations amoureuses. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, tout le monde doit passer des tests de compatibilité et ces résultats vont déterminer légalement avec qui on est censé se marier. On va suivre Elliot et Ashton qui sont amoureux depuis longtemps, mais quand ils passent le test, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas compatibles. Et pire que tout, celui qui est désigné en fait comme l'âme sœur d'Elliot n'est autre qu'Isaac, le grand frère d'Ashton. Et en finissant ce premier tome, je me suis dit oui, pourquoi pas, c'était sympa, c'était une lecture agréable, c'était original. Et en plus, ce premier tome se termine sur un énorme cliffhanger, donc j'ai enchaîné direct avec le deuxième. Mais alors là, grosse déception pour moi. En fait, je l'ai trouvé vraiment en dessous du premier parce qu'il y a beaucoup de longueur, une intrigue qui m'a pas du tout convaincue et j'ai l'impression qu'on n'avançait pas. Au final, j'avais l'impression de plus lire une romance qu'une dystopie. Les relations entre les personnages tournaient en rond, j'avais l'impression de pas du tout avancer dans l'histoire et qu'on perdait complètement l'objectif de vue et qui passait en second plan en fait. Et pareil, en audio, du coup, j'ai complètement décroché. J'ai trouvé un gros manque de cohérence, pas du tout ce que j'espérais. Bref, c'était une petite déception. Néanmoins, je vous conseille quand même le premier tome parce que j'ai été assez surprise. J'ai trouvé l'intrigue un peu originale, mais j'aurais dû m'arrêter là. Le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklichevich. Je l'ai aux éditions Lune d'encre. J'avais mis ce livre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et alors là, c'est vraiment compliqué de donner un avis parce que je suis vraiment partagée. C'est un livre très particulier, un peu insolite, complètement différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. En plus, je me souviens que dans ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai dit qu'on parlait de deux jeunes filles qui voulaient retrouver leur mère. Pas du tout. L'histoire commence après la mort brutale de la mère de Félicité et d'Agonie, deux sœurs très différentes. On a d'un côté Agonie, qui est sorcière, et de l'autre côté Félicité, qui est passeuse de fantômes, et elles ont vécu loin l'une de l'autre pendant des années. Le problème, c'est que leur mère était un personnage vraiment mystérieux. Et pour essayer d'obtenir des réponses à toutes leurs questions, les deux sœurs vont partir à la recherche de son fantôme. Et donc, on va les suivre dans plusieurs lieux, toujours à la recherche du fantôme de leur mère, et on va vraiment mélanger des éléments concrets à des éléments surnaturels. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe dans votre tête quand vous êtes en train de lire, mais moi, personnellement, mon plus gros problème avec ce livre, c'est que d'habitude, quand je lis, je me crée un film. Je visualise des scènes.
Et là, impossible. J'arrivais pas à créer des images claires tellement j'étais désorientée par ce récit. Et pourtant, je reconnais que c'est un style, hyper, audacieux, c'est très poétique, mais je crois que j'ai pas été vraiment sensible à ça. En plus, la temporalité m'a totalement perdue et même à la fin, je suis pas sûre d'avoir vraiment compris le dénouement de cette histoire. Donc en bref, je peux que vous le conseiller parce que moi, je reste avec un gros point d'interrogation sur ce livre et je crois que j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un. Mais allez, maintenant septembre, c'est derrière nous, il est temps de penser aux lectures d'octobre et pour ça, je me suis munie de ma petite boîte. Il y a vraiment du budget dans cette vidéo. J'ai inscrit dans cette boîte sur des petits papiers tous les livres que j'avais envie de lire, que ce soit pour le Pumpkin Autumn Challenge ou le Villains Book Challenge. Et du coup, je vais tirer 5 ou 6 lectures pour le mois d'octobre. Sachant qu'en ce moment, le mois d'octobre est déjà assez entamé, on est le 7 octobre aujourd'hui, et du coup, je ne vais pas non plus me surcharger. Allez, première lecture. Et je vais lire Cléopâtre de Natacha Salomon. Écoutez, je suis ravie de ce tirage au sort parce qu'il faisait partie de ma pile à lire pour le Villains Book Challenge dans la catégorie les livres qui me font le plus envie de ma palle. Donc cette fois-ci, j'ai une super bonne excuse pour le sortir. Deuxième. La guerre du pavot. Je vais donc lire au mois d'octobre La guerre du pavot de R.F. Kuang. Je l'ai aux éditions de Saxus et ce livre me fait vraiment envie. Il était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie fantasy, je crois. Troisième lecture. Et c'est Frankenstein qui a été tiré au sort. Frankenstein était aussi dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie classique. Si vous voulez connaître les résumés des livres que je suis en train de tirer au sort, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai fait au sujet des challenges et de mes piles à lire parce que je pense que je vais pas me répéter ici, c'est pas nécessaire. Quatrième lecture. La petite boutique de sortilèges. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mois d'octobre est le mois le plus adapté à cette lecture et cette petite fantaisie toute cosy, la petite boutique de sortilèges de Sarah Befters aux éditions Bragelonne. Je pense que 5 c'est suffisant, donc on va s'arrêter à cette dernière lecture. Ouh, le super gros titre. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je suis ravie de l'avoir tiré au sort parce que ça fait au moins 1 an qu'il patiente dans ma pile à lire et du coup je vais pouvoir lire La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen très bientôt. Ça fait déjà un beau projet pour le mois d'octobre là, hein. Donc si vous voulez mon avis sur ces prochaines lectures, je vous donne rendez-vous dans un mois pour mon update du mois d'octobre. En plus, en ce moment, j'ai quand même commencé d'autres livres que j'aime énormément. J'ai tellement hâte de vous en parler. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo avec mes lectures du mois de septembre et comme vous avez pu le voir, c'était un mois avec pas mal de contrastes. De très belles découvertes, mais aussi des histoires qui ne m'ont pas vraiment convaincue. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie de découvrir certains titres ou au contraire que j'ai pu vous éviter peut-être quelques petites déceptions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé ou quelles ont été vos lectures marquantes du mois de septembre. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne rien rater. Dans tous les cas, je vous souhaite un octobre tout doux, plein de belles lectures et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!